Bonjour à tous, je suis Annette Bayer-Forksingdal. J'appartiens au Centre d'excellence sur les systèmes d'enregistrement et de statistiques de l'État civil et je vais être votre modératrice aujourd'hui. C'est donc la deuxième séance qui va s'intéresser comment est-ce que nous pouvons prendre en compte les normes sociales dans notre programmation relative au système ESSEC. Aujourd'hui, cette séance sera menée par Violeta Koyoraku. Avant que nous commencions, j'aimerais vous donner peut-être une petite introduction sur la plateforme Kudo, pour que vous puissiez en tirer tous les bienfaits possibles. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous devez demander la parole. Sur votre droite, vous avez une commande qui vous permet de prendre la parole. En tout cas, de le signaler et ensuite, nous vous y inviterons. Vous pourrez ajouter vos commentaires, vos observations. Et donc, ce sera donc première demande servie. Sur votre coin gauche, vous avez ce qu'on appelle vidéo en direct. On peut voir les personnes qui participent sur cette plateforme ou vous pouvez voir également les présentations. Nous avons donc de l'interprétation en anglais et en français. Si vous voyez sur la gauche, vous avez donc Flore, la langue de l'orateur. Ensuite, vous pouvez y choisir également l'interprétation, soit en anglais, soit en français pour aujourd'hui. Et nous avons de l'interprétation excellente aujourd'hui. Nous avons également le bouton. Vous avez également le bouton qui vous permet de modérer votre son. Quand vous prenez la parole, n'oubliez pas, allumez votre caméra, ouvrez votre micro et présentez-vous avant de poser votre question ou ajouter votre observation. Tout à fait à droite, en haut, vous avez donc une messagerie qui vous permet d'écrire des messages dans les commentaires. C'est donc bienvenue pour nous d'avoir vos retours par rapport à cela. Avant de commencer, j'aimerais donner la parole à ma collègue Irina Denko qui vous souhaitera la bienvenue. C'est à vous, Irina. Merci. Merci Annette, bonjour à tous. C'est très stimulant de voir toute cette présence à ce webinaire. Je pense que la première séance a dû être intéressante pour que vous veniez également assister à la seconde. Donc le centre d'excellence assure ces webinaires où nous appuyons sur les sciences, sur la communication pour accroître la demande, pour que les personnes adhèrent davantage, aillent demander à s'adresser au service pour qu'ils enregistrent leur état civil ou les faits d'état civil. Avant de commencer à cela, donc le centre d'excellence, c'est une initiative canadienne qui est basée à Ottawa, qui est donc sous l'égide du Centre de recherche pour le développement international et c'est vraiment pour un organisme qui vise à soutenir donc l'effet d'état civil, mais pas seulement, également la santé maternelle et reproductive. Mais avant cela, donc il y a une plateforme extrêmement intéressante où vous allez pouvoir trouver tout un tas de bibliographies des actualités, voir ce qui se passe dans le monde de l'ESSEC, ce qui se passe en termes de normes sociales, le changement social. Il y a donc des articles également qui viennent d'être publiés sur dans ce domaine. Nous avons également créer un agenda d'experts. C'est très, très nouveau. C'est une plateforme extrêmement interactive où vous pouvez vous enregistrer également, mais à l'avenir, vous allez également pouvoir y trouver des offres d'emploi dans ce domaine. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur cette plateforme.
C'est très innovant et cela fait partie de notre contribution à la communauté ESSEC dans le monde. Ceci dit, j'aimerais donc peut-être revenir aux normes sociales. La dernière fois, nous avons vu pourquoi il est important, comment est-ce que vous vous appuyez sur les communautés, comment vous faites des partenariats avec la communauté, les communautés pour obtenir et développer du changement. Qu'est-ce que les normes sociales? Qu'est-ce que c'est qu'une norme sociale et comment est-ce que ces règles du comportement qui ont cette nature informelle dans un comportement agissent sur le comportement des gens? Les normes sociales sont menées par les croyances, sont dirigées par les croyances ou la manière dont les gens valorisent certaines choses en particulier. Et ça donne aux gens une manière de se comporter. Nous allons voir quel type d'influence les normes sociales ont sur les individus et comment est-ce qu'elles peuvent guider leur comportement. Bien sûr, nous appartenons tous à des groupes et nous voulons appartenir. Nous ne voulons pas être des marginaux. Nous ne voulons pas être des parias. Nous voulons parvenir à faire partie, avoir ce sentiment d'appartenance. Donc, nous allons voir avec Violeta et avec Dorina comment est-ce que nous pouvons changer, transformer les normes sociales pour obtenir des normes plus positives, n'est-ce pas? Nous allons mieux comprendre pourquoi nous faisons certaines choses. Même si on pense que ce sont des choses bien à faire ou parce que certains pensent que c'est important ou parce que les gens pensent que je devrais le faire. Donc nous allons parcourir tout cela ensemble aujourd'hui et je pense que ce n'est pas un domaine extrêmement nouveau, mais c'est un domaine qui intéresse de plus en plus les programmateurs dans le champ de la communication parce qu'il y a des transformations qui se produisent et on comprend aussi que les décideurs comprennent pourquoi c'est important et pourquoi il faut investir de manière à améliorer les résultats de nos programmations respectives. Ceci dit, je vais donc donner la parole à Violeta. Elle est très connue dans le monde de la communication sur les changements sociaux et comportements en Afrique, en Europe. Elle a développé de nombreux programmes au Congo, en Niger, en Moldavie, au Sénégal, plus récemment, où elle fait partie, elle s'intéresse à ce domaine pour l'UNICEF en Afrique. Donc, Dorina Andreev n'était pas là la semaine dernière. Et elle est donc celle qui a actualisé le manuel des systèmes d'enregistrement des faits d'état civil, de statistiques de l'état civil et de gestion de l'identité. Elle est désormais directrice du changement, de la communication pour le changement pour UNICEF Niger. Merci beaucoup. Merci Irina. Bonjour, bon après-midi à tous nos participants. Je vais donc partager ma présentation avec vous pour que vous puissiez la voir et donc nous allons reprendre à partir de cela. Comme Irina l'a déjà mentionné, nous sommes donc dans notre deuxième webinaire qui va s'intéresser aux normes sociales dans notre programmation ESSEC. Et le prochain sera la communication en matière de communication, donc la communication dans des contextes difficiles. Nous allons donc voir comment les normes sociales influencent nos résultats de programmation et comment nous devons mener nos recherches pour obtenir des éléments probants
parce que c'est un peu différent des recherches formatives. Et comment nous pouvons donc s'intéresser à ces normes? Bien sûr, nous n'allons pas pouvoir avoir une vue exhaustive parce que c'est un développement très dynamique au cours des dernières années. Il y a eu beaucoup de nouveautés par rapport à cela, mais nous voudrions que vous compreniez comment rechercher cela, comment obtenir des termes de référence, qu'est-ce que vous recherchez exactement dans votre programmation. Et de plus, nous vous donnerons donc, nous espérons vous donner le goût de cela pour que vous ayez envie de vous replonger ou plonger dans la bibliographie. Tout d'abord, nous allons résumer brièvement comment nous changeons du paradigme d'un message unilatéral. Pour obtenir du changement, nous voulons comprendre les comportements et comment les normes sociales sont des facteurs cruciaux pour ces comportements et pourquoi est-ce qu'elles sont utiles pour de la programmation, comment nous menons nos recherches, quelles sont les étapes de programmation en matière de normes sociales et quelques caractéristiques de la programmation sur les normes. Nous vous donnerons également des liens qui vous permettront d'approfondir vos connaissances et j'espère que nous aurons également le temps pour des questions-réponses. Violetta, avant que vous commenciez, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous mettre en mode plein écran? Voilà. Est-ce que c'est mieux maintenant? Oui, c'est mieux. Merci. Donc voici le cadre. La dernière fois, nous avons vu les systèmes ESSEC qui sont complexes. D'un côté, il y a les services, l'offre, et nous voyons qu'ils sont en place dans la plupart des pays. Et tout le monde maintenant sait qu'ils sont là. Et sur la gauche, il y a la demande d'utilisation effective des services. Et c'est cette partie qui est en général trop simplifiée, qui parfois ne prend pas en compte la confiance dans ces services. Et ça, c'est une partie également très importante, comme nous l'avons vu lors du dernier webinaire. Nous avons parlé du fait que pour pouvoir répondre à la demande, il faut donc s'adresser aux 5 niveaux du modèle socio-écologique, donc au niveau institutionnel, au niveau individuel, au niveau des décideurs politiques également. Et pour cela, il nous faut un mix de stratégies bien particuliers. Donc, nous avons eu 3 exemples de 3 pays, et maintenant de 3 pays différents, qui mettait en lumière le fait que l'une de ces stratégies était il y a davantage de mobilisation sociale de la société civile ou de la population. Parfois, c'est plutôt la communication au niveau communautaire. Donc, en fonction de notre recherche, nous allons développer un mix qui est approprié. Nous avons également souligné l'importance des caractéristiques de notre communication sur les changements sociaux et comportementaux. Il faut donc avoir des données probantes et c'est ça qui va orienter notre stratégie. Nous n'envoyons pas un message aux gens. Nous développons la communication ensemble avec ces gens. Nous la testons avec eux. Nous apprenons d'eux et nous développons ensuite notre communication. Nous avons également dit que notre communication ne doit pas être une communication ad hoc. Elle doit renforcer les capacités et les solutions locales pour avoir des résultats à long terme. Et enfin, nous avons dit qu'elle doit être collaborative, interministérielle, partenaire, etc. Tous les
toutes les parties prenantes sont impliquées parce que aucun bureau d'enregistrement d'état civil ne sera en mesure de répondre à tous ces niveaux. Il faut que tous les secteurs soient engagés. Il faut que les organisations dans leur ensemble soient impliquées également. C'était donc en quelques idées ce dont nous avons parlé la dernière fois. Nous avons également dit que le matériel de communication, ce n'est pas au lieu des activités. Cela, c'est un appui pour la mobilisation, pour le débat, etc. Mais en aucun cas, elle ne représente des activités en soi. Aujourd'hui, nous allons évoquer un volet de ces stratégies. Nous allons nous intéresser à celle que nous appelons la communication des changements sociaux, avoir un changement social positif à travers les normes sociales. Mais j'aimerais également avoir vos retours. Quelles sont les normes sociales que vous constatez dans vos sociétés, notamment ces normes sociales qui empêche l'enregistrement des faits d'état civil. Alors, peut-être que nous pourrions avoir des volontaires. Oui, donc n'hésitez pas. Si vous êtes volontaire pour prendre la parole, demandez la parole avec la petite icône, le bouton de commande. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui. Amidou qui voudrait prendre la parole et ensuite Krishna Kumar. Amidou, c'est à vous. Donc, merci pour cette deuxième session de partage d'informations par rapport au changement comportementaux. Moi, j'aimerais partager juste un aspect par rapport à une norme sociale qui, par exemple, en milieu rural au Niger, retarde l'enregistrement de faits d'état civil tels que la naissance, par exemple. Par exemple, le nom. Dans certaines familles, le nom ne peut être attribué qu'après le baptême. Pour certains, le baptême intervient dans 7 jours. Pour d'autres, il faut, de certaines communautés, ça peut prendre même plus de 7 jours. Et si l'enregistrement a eu lieu dans un milieu hospitalier, l'agent en charge de l'enregistrement peut collecter cette information, mais il n'aura jamais le nom et que la femme étant partie à la maison, et si elle se trouve entre le centre de santé et son village à, par exemple, quelques 20 km ou 10 km, il serait difficile parfois qu'elle revienne pour pouvoir compléter ce nom-là et que l'enfant puisse avoir la transmission de l'acte correspondant. Ce qui pose à ce niveau une perte d'information qui ne va pas être annulée. Et un deuxième aspect, parfois les maris. Les hommes, pour certaines communautés, les hommes ont eux seuls qui décident du nom qu'il faut attribuer. Donc la femme, même si elle accouche dans un centre de santé, elle ne peut pas attribuer un nom. Et ça va, il fallait chercher le parent. Or, le papa n'est pas là pour pouvoir enregistrer ces noms au niveau du centre de santé. Ce qui fait, donc, dans les milieux ruraux, on perd beaucoup les déclarations de naissance parce que c'est devenu une norme. Pour déclarer, il faut que le papa décide du nom ou son grand-père ou quelqu'un de la famille qui ait un nom. Sinon, les femmes n'ont pas le privilège de donner le nom et que si elles donnent un nom dans un centre de santé, ça puisse être pris comme tel. Voilà, merci. Merci, Hamidou. Nous voyons donc cette norme sociale liée au nom de l'enfant, l'idée que c'est l'homme ou le père ou un membre masculin de la famille qui peut aller enregistrer la naissance d'un enfant. Delima, votre micro, s'il vous plaît. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Mon exemple est un exemple qui ressemble beaucoup à l'exemple précédent. Donc, au Bangladesh,
on donne le nom de l'enfant après une fête qui se produit entre 7 et 40 jours après la naissance. Au Bangladesh, dans ce contexte, nous devons donner un nom. C'est obligatoire pour enregistrer un enfant et ça, c'est un défi, peut-être un obstacle à l'enregistrement des enfants. Merci Nelima. Est-ce qu'il y a d'autres volontaires pour prendre la parole? Il n'y a personne qui ait demandé la parole. Alors poursuivons. Il nous faut d'abord comprendre ce que c'est qu'une norme et que parfois, il y a une impression négative par rapport à cela. En fait, une norme, il y a le mot normal qu'il nous faut dans nos vies quotidiennes pour éviter le chaos. Il y a des normes juridiques, des normes morales et ces normes sociales. Et à chaque fois, il y a donc cette idée de récompense liée à la norme et autrement, si vous ne la respectez pas, une idée de sanction. Donc, il y a cette idée de sanction si nous ne respectons pas une norme juridique. Par rapport à la norme sociale, cela peut être le fait que j'ai l'obligation morale de prendre soin de mes parents âgés. Il n'y a aucune obligation, mais si je ne le fais pas, si je ne respecte pas cette norme, je pourrais être sujette à la honte, à l'autodévalorisation, à la désapprobation. Et il y a cette idée de satisfaction morale si je la respecte. L'idée de normes sociales est un peu plus compliquée. Elles peuvent être à la fois positives et négatives envers notre comportement, le comportement que nous souhaitons promouvoir. Alors, pourquoi est-ce que les gens respectent ces normes sociales? Elles ne sont pas imposées par des sanctions, mais elles sont renforcées par le groupe, l'idée d'appartenance, et elles ont une influence très forte sur les individus parce que elles tendent à donner une couleur à notre vie. On peut être stigmatisé, on peut être rejeté par le groupe ou au contraire, on peut être inclus, accepté. Comment est-ce qu'on les identifie? Des fois, on pense que c'est une norme sociale, mais c'est simplement une norme pratique d'usage, on va dire. Disons que la norme, par exemple, le mariage précoce. Cela dépend du contexte, de la société. Parfois, ça peut être une norme et parfois, cela peut être une pratique sociale. Parfois, en Afrique de l'Ouest, les parents marient leurs filles très jeunes et on se demande, est-ce qu'ils croient que les gens qui les entourent, le village, pensent que c'est quelque chose qu'ils doivent faire. Et s'ils nous répondent que oui, alors on se demande, est-ce que ces parents choisissent de ne pas, qu'ils choisissent de ne pas marier leur fille de manière précoce? Est-ce qu'ils vont avoir une sanction? Est-ce qu'ils vont se sentir dépréciés? Alors là, on parle de normes sociales. Imaginons un contexte de conflit. Les gens ne sont pas sanctionnés. Ils le font parce qu'ils veulent protéger leurs enfants qui sont à risque. Mais il n'y a pas de sanction. Donc la programmation, dans ce cas-là, sera légèrement différente. Il y a beaucoup de publications. Nous n'allons pas donc entrer dans trop de détails. Il y a beaucoup d'écoles de pensée par rapport à cela. Mais il y a deux types de normes. Ce que l'on pense que les autres font et ce qu'on pense que les autres approuvent. Et pourquoi est-ce que ça c'est important? Parce que votre programmation va être différente en fonction de cela. Par rapport à, par exemple,
si c'est ce que les gens pensent que les autres font. Dans certaines sociétés, les rôles sexo-spécifiques sont bien déterminés. Ça, c'est le rôle des femmes, ça, c'est le rôle des hommes, mais à la fois, les jeunes changent, ils voient différents modèles de rôles. Ils voient ce qui se passe dans le monde et beaucoup de gens changent déjà. Dans leur intimité, dans leur foyer, les choses changent. Ils aident par exemple leurs femmes dans les corvées domestiques par exemple, mais ils ne le montrent pas forcément à l'extérieur parce que leur virilité pourrait être pensée, mise à mal, mais dans ce cas-là, on parle d'ignorance pluraliste. Beaucoup de gens changent dans leur propre foyer, mais ils n'en font pas la publicité à l'extérieur, ils ne le font pas connaître à l'extérieur puisqu'il y a ce regard des autres à l'extérieur. Donc, si notre communication doit montrer ce changement et montrer que nous avons maintenant une masse critique qui est prête à montrer ces changements. Par rapport à la norme injonctive, c'est un petit peu plus difficile parce que la programmation va être différente par rapport à cela également. Mais parlons d'abord, où est-ce que ces normes influent? Parce qu'elles ne sont pas séparées des autres facteurs. The last webinar also that Nous l'avons dit dans le dernier webinaire qu'on va parler de ce comportement qui a été développé en 2019 et qui est un modèle transthéorique. Il fait la combinaison de plusieurs communications différentes, de théories de communication, afin d'avoir cette vision de qu'est-ce qui détermine notre comportement. Et nous avons bien dit que il ne s'agit pas des facteurs psychologiques, mais ce sont en fait, il s'agit d'être capable de le faire ou de l'efficacité personnelle, donc de croire qu'on peut accomplir ou faire quelque chose. Il y a également des facteurs sociaux qui sont l'influence sociale, les normes sociales et la dynamique de la société dans laquelle nous vivons, et puis les normes sociales qui peuvent influencer l'influence sociale, culturelle ou de la communauté, ainsi que l'environnement qui, dont notamment la communication, l'environnement de communication, les alternatives émergentes, et on parle ici en termes de marketing. Si la société me donne d'autres alternatives à ce comportement, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas enregistrer mon fils ou mon enfant. Si je peux utiliser mes documents personnels pour qu'il puisse aller à l'école, je ne vais pas aussi poser ma demande sur concernant le dossier scolaire, si je peux le faire avec mon permis de conduite. Donc, tout ce qui est lié aux barrières sociales structurelles qui rend les services accessibles et en fait qui les rend faciles, et d'autres barrières qui sont liées aux services et certainement le contexte. Donc, disons par exemple qu'on voudrait bien atteindre ce comportement, on voudrait qu'une femme dans un village distant puisse avoir ce comportement. Au Bangladesh, ce n'est quasiment pas possible. Donc pour cela, elle a besoin d'un niveau personnel pour croire qu'elle peut le faire, d'être capable qu'elle puisse le faire, d'avoir les connaissances, des aspirations, et elle doit être sûre et certaine des bénéfices de cette section pour elle et pour son enfant. Mais pour ces caractéristiques personnelles qui sont mâle, femelle, âge, etc., et les choses que l'on ne peut pas influencer, donc pour cela, elle a aussi besoin d'être convaincue par son environnement de communication et qu'elle puisse pas avoir d'autres alternatives qui lui donnent la possibilité d'exister sans enregistrer son enfant.
Il y a aussi des biais cognitifs que l'on ne va pas discuter. Il y a aussi des groupes d'influence sociale qui sont l'influence, les normes, la dynamique communautaire qu'on va discuter aujourd'hui. Ceci est déterminé par ces métanormes, par ces croyances religieuses, mais il y a aussi également des barrières et des difficultés à haut niveau. Elle doit être soutenue par toute la société et elle a besoin également, quand elle a cette intention, donc disons que elle a tout ce système de support et elle a cette intention d'enregistrer son enfant. Pour agir, elle a également besoin d'un soutien additionnel et pour avoir ce comportement permanent, il faut qu'elle soit bien reçue, qu'on puisse l'aider à enregistrer son fils pour qu'elle soit encouragée à revenir et à enregistrer son deuxième enfant. Donc, je vais passer et vous montrer quels sont les types de programmation dont on a besoin. Nous avons parlé la fois dernière et on a dit qu'il ne s'agit pas toujours de la communication. Il y a d'autres programmes et d'autres départements concernés. Mais en fait, cette puissance de communication doit assurer des évidences, de la plaidoyance, des recommandations pour inciter à ce changement. Par exemple, au niveau personnel, il faut qu'il y ait ce dialogue face à face, un soutien psychosocial, une habilitation des capacités, et puis que les employés soient entraînés à discuter. Il faut des campagnes de multimédia, engager le secteur privé, organiser des mouvements sociaux, si nécessaire, évidemment. Pour l'influence sociale et les normes sociales, nous allons parler de cela aujourd'hui. C'est la promotion des normes positives, organisation des débats au sein des communautés, engager ces personnes qui sont très opinionnées ou qui ont de l'influence dans les sociétés, organisation de la diffusion des normes positives organisées. Pour les dynamiques communautaires, il faut aussi avoir des programmes au niveau des organisations. Pour les métanormes, c'est beaucoup plus large. C'est des programmes de transformation, habilitation des adolescents. Et puis, il y a beaucoup de travail qui doit être fait au niveau de la plaidoyance, des réformes, de la mobilisation sociale. Certainement, pour cela, il faut investir dans le renforcement des systèmes, la livraison de services, etc. Donc, toutes ces composantes sont des interventions, des différents types d'interventions pour aider le changement vers un changement positif dans la société. Aujourd'hui, on va parler des normes sociales et de l'influence sociale. Pourquoi est-il important pour nous? Parce que nous avons vu que c'est un travail difficile et qui nécessite beaucoup de choses. Pourquoi est-il important? Parce que, comme nous l'avons dit, on ne va pas pouvoir de changer quoi que ce soit si on ne travaille pas à tous les niveaux, niveau communauté, des structures sociales. Il y a un grand travail qui doit être fait pour changer les communautés et les niveaux des sociétés. Pourquoi avons-nous besoin de cette intervention pour changer les normes? C'est parce que si on compte sur les changements individuels, on va certainement atteindre un certain pourcentage de la population qui va adhérer, mais pas tout le monde. Et certainement, on ne va pas pouvoir inviter ou gagner ces groupes marginalisés qui sont moins connectés et qui ont beaucoup moins d'accès à l'information et qui sont les plus résistants parce que nous le savons très bien que dans ces sociétés, il y a un pourcentage de la population qui résiste toujours au changement.
Et nous avons besoin de la programmation des normes sociales parce que nous l'avons vu, nous avons vu que la perception est parfois aussi importante que la réalité. Parfois, il est très facile de changer, mais parfois, il est très difficile. Mais il faut vraiment éliminer ces mauvaises conceptions et changer les perceptions. Il est très important aussi parce qu'on adresse les causes de base, ce qu'on appelle les métanormes. Donc, pas seulement les symptômes. On ne peut pas aider cette femme dont Amidou a parlé. On ne va pas l'aider à enregistrer son fils ou son enfant si on n'adresse pas ou si on ne traite pas ses problèmes. Et parce que ceci nous aide à avoir un certain impact à grande échelle, pas seulement une personne, mais toute une communauté. Et aussi parce qu'il y a des normes positives. Toute société a certainement des valeurs qui sont universelles partout. Parfois, ils nous aident pas à accomplir nos résultats parce que on n'est pas en train de les utiliser à nous aider. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas facile d'adresser les normes sociales. Il y a 3 prérequis. Le premier, c'est les recherches. Pour adresser ou pour traiter les normes sociales, il faut à tout prix avoir des recherches et des analyses qui nous démontrent quels sont les groupes prioritaires, les groupes de référence, les normes sociales pertinentes. Le deuxième prérequis, c'est d'avoir pour la programmation en général et pour vos programmes de registration civile, c'est d'avoir une théorie de changement, un cadre conceptuel ou un modèle logique qui décrit les résultats et aussi les activités principales et un mécanisme aussi pour consulter avec les membres de la communauté. Je suis bien consciente que c'est un mécanisme qui n'est pas évident à accomplir parce que les bureaux d'enregistrement ne vont pas l'avoir. Voilà pourquoi nous avons parlé des partenariats et d'impliquer toutes les parties prenantes et d'avoir cette collaboration entre agences ministérielles parce qu'il y a des départements qui s'occupent du développement local, du budget local. Il y a des organisations de société civile qui participent avec et qui engagent les communautés. Il y a des organisations internationales qui investissent dans ce domaine. Donc, il est très important de commencer à travailler dans les normes sociales en partenariat avec ces organisations qui renforcent les capacités locales et qui peuvent s'engager avec les communautés. Donc, étape par étape, nous allons procéder de la sorte. Premièrement, choisir une zone géographique limitée. Pourquoi limitée? Parce que quand on travaille sur les normes sociales, on ne peut pas le faire partout en même temps. Une partie sera au niveau national pour le changement des opinions, montrer le changement, les impacts positifs et le travail qui va être fait dans une zone géographique limitée. Donc, les recherches formatives, nous avons dit qu'elles sont très importantes, mais d'autant plus les analyses des réseaux de référence. Souvent, les institutions font ces recherches sociales avec des connaissances et des pratiques limitées, des études qui ne nous montrent pas quelque chose de nouveau. Donc, nous avons dit la fois dernière qu'il faut avoir des recherches plus sophistiquées et aujourd'hui, on dit que si nous voulons faire des programmations pour les normes sociales, ces analyses et ces recherches sont mandataires. Donc, il s'agit d'un groupe de personnes qui sont influencées et d'autres qui les influencent. Les évaluations quantitatives qui doivent être faites après avoir les recherches formatives et on connaît les facteurs clés qui influencent certaines attitudes et certaines normes sociales. On ne peut pas les avoir sur tout. Il faut au début
comprendre quelles sont les plus grandes normes et avoir les recherches quantitatives pour avoir des indicateurs à mesurer le progrès. Après cela, nous allons établir nos objectifs de programmation, les participants, les délais, et nous allons développer un programme, une stratégie et des documents qui visent à changer les attentes, parce que en fait les normes, c'est quelles sont les attentes des autres, publier ces changements parce qu'on veut que les individus puissent voir que le changement a lieu et que toute la masse est en train de changer, et nous voulons établir un environnement de communication et d'opinion publique qui soutient ce changement. Et certainement, nous devons avoir un plan d'évaluation et d'amélioration dès le départ. Donc, on commence dans une zone géographique limitée, mais il faut avoir le plan au début pour évoluer et expandre. Nous allons certainement surveiller les résultats tout au long du programme afin d'évaluer les résultats dans cette zone géographique limitée et et pouvoir s'étendre à d'autres zones. C'est un exemple que nous avons démontré la fois dernière, et nous avons montré les déterminants sociaux pour une recherche informative, pas seulement les comportements et les intérêts, ou l'attitude et les intérêts. Aujourd'hui, on va parler des déterminants sociaux. Qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui? Si l'on parle, donc on est en train de chercher 4 choses. Les croyances, donc quelles sont les attentes, quelles sont les croyances de ce qu'on peut faire, de ce qu'on croit. Et on va faire toute cette analyse de référence qui est très nécessaire dans les normes sociales. Et il faut savoir quelles sont les références et qui existent pour moi ou pour toi. La troisième chose, c'est les raisons d'agir selon une croyance, donc qu'il y ait des sanctions, quels sont les mécanismes de conformité. Et puis, un élément très important, c'est la force de la norme. Nous allons parler de cela parce que la puissance de la norme déterminera nos objectifs. Donc, nous allons entamer une courte discussion avant de parler des recherches formatives, et j'aimerais aussi savoir quelles sont les méthodes que vous employez dans vos recherches formatives et vos registrations civiles. Deux volontaires différents, d'autres volontaires. Donc, pressez sur le bouton demander la parole. Si vous voulez demander la parole, nous avons Liliane. Est-ce que vous voulez parler ou répondre? Est-ce que vous pouvez donner la parole à Liliane? Elle a demandé la parole, mais on ne lui a pas donné le micro encore ou la permission de parler. Oui, Liliane? Donc, si vous pouvez presser le bouton demander la parole, s'il vous plaît. Nous avons aussi Krishna Kumar. Krishna, est-ce que vous pouvez prendre la parole? Krishna? Si vous voulez
participer, pressez le bouton « Demander la parole », le bouton à droite, et on vous accordera la parole. Donc, Liliane voulait donner son opinion concernant la question précédente, mais c'est fait pour l'instant. Est-ce que Krishna voudrait prendre la parole? Peut-être qu'il faut continuer. Je ne sais pas si nous avons des problèmes techniques. Désolée. Pas de souci, on continue. Et puis après, nous allons voir, peut-être à la fin, nous aurons quelques temps pour la discussion. Donc, pourquoi nous avons posé cette question? Parce que nous voudrions souligner le fait que vous pouvez utiliser plusieurs méthodes de recherche formative et pas seulement se limiter aux groupes de discussion ou des entrevues individuelles. Et je suis certaine que nos experts ont donné plusieurs exemples. Ce sont quelques exemples que personnellement j'ai donnés. Nous avons parlé des analyses des données qui sont mandataires quand on parle des normes sociales, mais on peut organiser également des tables rondes communautaires afin d'avoir des discussions ouvertes concernant ces normes. On peut organiser des entrevues avec des parties prenantes. L'observation est importante et des interviews dans la rue et les chercheurs ont des méthodes d'observation qui mettent à notre disposition, et il y a aussi la cartographie participative, vous la connaissez peut-être, mais il y a d'autres méthodes qui peuvent être utilisées. En ce qui concerne l'analyse du réseau de référence, l'image montre la structure d'une communauté. Donc, nous avons des gens qui sont plus connectés ou moins connectés, qui sont marginalisés, qui ne communiquent pas avec d'autres individus. Il faut poser plusieurs questions ou autant de questions que possible. Il y a des outils et des ressources que je vais recommander à la fin, mais nous devons trouver, en fait, à quel groupe les individus appartiennent, parce qu'une communauté peut être une tribu, un groupe ou même un groupe de migrants. Donc, il y a plusieurs choses différentes. Qui a confiance en qui dans cette communauté? Quels conseils prenons-nous au sérieux, parce qu'il ne s'agit pas toujours des mêmes personnes ou du même niveau de confiance? Quelles sont en fait les personnes que les gens voient fréquemment ou avec lesquelles ils interagissent? Quelles sont les personnes que les gens admirent? Il y a beaucoup d'exercices que vous pouvez trouver dans ces ressources. Et nous devons également comprendre que les relations ne sont pas toujours sociales. Donc, nous admirons les leaders, les professeurs et certains amis, mais il y a aussi des relations qui sont basées sur, par exemple, l'affection, j'aime, je n'aime pas, je préfère une personne, ou des actes que nous faisons ensemble, quelques transferts, par exemple de biens, on achète de quelqu'un, on prête de l'argent, on paye, donc des transferts différents, mais aussi des co-occurrences. Et là, j'utilise par exemple le même coiffeur, le même boucher, et c'est un moment où on échange des informations, où on fait confiance à l'autre. Dans les changements sociaux, on ne parle pas de ces groupes visés parce que, comme nous l'avons dit, on croit
que ces personnes et ces communautés sont des partenaires et il faut s'engager avec eux et non pas leur envoyer des messages uniquement. On parle des groupes de participants et dans les normes sociales, on pense spécifiquement aux groupes primaires. Ce sont les individus qui s'engagent ou qui se livrent à des pratiques néfastes et qui doivent être changés. Les groupes secondaires ou les groupes des participants secondaires, ce sont des individus ou groupes qui influencent directement les principaux groupes de participants. C'est peut-être la belle-mère ou les leaders religieux dans la communauté. Et puis, les groupes tertiaires participants, c'est ceux qui influencent directement ou indirectement les groupes de participants secondaires et qui font respecter. Donc, ces leaders religieux, donc quelqu'un qui influence, par exemple, une personne qui influence la belle-mère. Nous avons aussi dit qu'il s'agit de mesurer la puissance de la norme, parce que ceci déterminera notre programme. Et pour déterminer la puissance de la norme, il y a des questions à poser. Et vous allez voir dans le document, par exemple, qui a été publié récemment par notre comité de changement des normes sociales, que nous allons présenter tout à l'heure. Il y a des outils pour cela. Donc, disons que dans la norme, la relation, dans une relation, donc l'homme doit élever l'enfant. Donc la question à se poser, est-ce que certains individus dans la communauté vont donc est-ce que ceci va vraiment affecter quelqu'un si on change la norme? Est-ce que si une personne perd de l'argent, est-ce que ceci va influencer la norme? Donc, est-ce que les groupes religieux ou les personnes religieuses soutiennent cette norme actuelle? Est-ce que les groupes qui essayent de changer vont garder ces changements? Et dans les communautés, est-ce que les individus croient que cette norme est la meilleure quand les individus vont contre la norme? Est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais qui va arriver, discrimination, exclusion? Est-ce que les individus qui sont les plus impactés par cette norme se sentent comme ils peuvent prendre leurs propres décisions et leurs propres actions, et on aura des résultats de 1 à 3, de 3 à 5, de 5 à 8, et ceci va nous aider à développer notre programme. Donc, si vous appliquez ces questions aux hommes qui doivent enregistrer la naissance de l'enfant, ce n'est pas tellement dramatique parce que personne ne va perdre de l'argent si, par exemple, ce changement a eu lieu. Alors que quand on pense à ce qu'on a dit, Eastern Africa, who cannot register the death of her late husband because his family wants to keep her in the family, not give her independence. They want her to start being the wife of his brother, for example, and work for the family and exist always in this family. Then it becomes much more difficult because there will be people who will lose. Il y a des gens qui vont perdre quelque chose. Donc, la force de la norme, c'est quelque chose de très important. Et c'est une action clé que nous allons prendre, quelle que soit la force de la norme. Donc, si c'est une norme positive, nous voulons la fortifier, la solidifier, la rendre plus commune. On peut également la recadrer. On peut en parler de manière différente, de manière à ce qu'elle soit plus utile, plus positive,
mais nous ne la changeons pas dans son intégralité, nous la recadrons et enfin, nous pouvons changer la norme. Ça, c'est l'action la plus forte, hein. Quand on veut vraiment changer de manière à améliorer le bien-être de la société. Par exemple, nous, femmes, aimerions changer la norme et non pas la recadrer un peu. Il y a également d'autres normes qui sont dans la communauté et desquelles nous devons être conscients, mais sur lesquelles nous décidons de ne pas agir. Donc, on se pose quelques questions. Est-ce que la norme aide-t-elle ou empêche-t-elle un comportement? Par exemple, une veuve qui a enregistré le décès de son époux. Ensuite, on se demande si la norme pour les femmes est de ne pas aller enregistrer le décès de son époux. On se demande est-ce qu'elle peut le faire ou non. Et là, on se rend compte qu'elle ne le peut pas. Alors là, on programme une transformation de la norme. Si la réponse est neutre, on se demande est-ce que la norme influence la manière dont les gens pratiquent un comportement? Et c'est le cas, par exemple, qu'un homme ou une femme ne puisse pas forcément aller enregistrer la naissance d'un enfant par rapport à sa distance ou par rapport à des normes. Dans ce cas, il faut recadrer, repenser à la norme d'une manière nouvelle pour qu'elle soit adoptée. Il y a également des normes positives. Et dans ce cas, on se dit qu'on on solidifie la norme, ou en tout cas, on en a simplement conscience et on n'agit pas exactement. Et ça, c'est un exemple de profilage de normes, de manière à pouvoir développer nos stratégies. Donc, il y a la norme actuelle, il y a les comportements positifs que nous souhaitons promouvoir. Nous avons les groupes prioritaires auxquels nous aimerions nous adresser, engager les jeunes couples, par exemple, les jeunes hommes, parce que nous voulons qu'ils changent et avec eux, la société change. Les groupes de référence sera donc les fournisseurs de services, les leaders, mais il faut nous demander quels sont ceux qui s'opposent aux normes, quelles sont les sanctions si l'on viole cette norme, quelles sont les récompenses si on se conforte à ces normes. Et comment on peut réfléchir à faire que cette norme soit transformée. Prenons 2 exemples dans notre programmation. Peut-être qu'elles ne sont pas parfaites parce que cette programmation n'est pas parfaite puisqu'elle est plutôt, elle émane des experts, mais en fonction de votre recherche, en fonction de votre échantillon de participants. Donc, la norme actuelle est, par exemple, que seuls les hommes peuvent aller enregistrer la naissance d'un enfant ou des faits d'état civil. Ce que nous voudrions, c'est recadrer cette norme de manière à ce que les hommes et les femmes s'associent pour faire des choses. Si l'un ne peut pas faire quelque chose, l'autre peut le faire. Donc, une femme peut également aller faire enregistrer des faits vitaux, que l'époux soit là ou pas. Ici, notre objectif change totalement. Donc, l'idée est d'augmenter le pourcentage d'hommes qui pensent que les femmes peuvent aller faire enregistrer des faits vitaux sans eux et qu'il n'y a aucun préjudice à cela. Comme on le voit, on ne voit plus le même type d'objectif. C'est un nouvel objectif qui va nous aider à
apporter une transformation. Il y a donc des indicateurs qui montrent l'approbation d'autrui, par exemple. Il nous faut changer les normes injonctives, ce que les gens pensent, ce que les gens approuvent. Donc, notre indicateur sera le nombre de gens qui pensent que la plupart des hommes peuvent partager cette responsabilité avec leur épouse. Le deuxième indicateur, c'est le pourcentage d'hommes qui pensent que la plupart des gens dans leur groupe de référence approuveraient s'ils laissaient leur épouse aller enregistrer des faits vitaux. Donc, il y a des indicateurs qui changent également. Dans notre deuxième exemple, qui est dans certaines communautés une norme beaucoup plus forte, ce devoir de la veuve de demeurer dans la famille de son époux avec le frère, son beau-frère. Donc là, il faut vraiment changer la norme. Il faudrait donc que la famille qui soutient cette épouse, c'est que c'est une famille qui s'intéresse au bien-être de chaque membre et que sa voix est respectée. Donc c'est là où la norme future peut évoluer en fonction du pays, du contexte, de l'opinion des experts ou de la communauté, à savoir si cela est possible ou non. Donc ici, notre objectif est également très différent. Nous n'envoyons pas l'information vers les communautés, nous ne mesurons pas le nombre de bénéficiaires. Ce que nous voulons, c'est augmenter le pourcentage de membres de la communauté qui croient que cette veuve doit aller enregistrer le décès de son époux. Dans cela, nous pouvons mesurer combien pensent que d'autres gens de la communauté vont soutenir cette femme, et nous allons mesurer combien de femmes pensent et que c'est important pour elles et qu'elles approuvent le comportement de cette veuve. Et donc, s'il y a majorité d'approbation, ensuite, ces veuves peuvent aller enregistrer des faits vitaux. Il y a beaucoup d'autres exemples. Peut-être l'un des plus difficiles est celui des normes liées aux mutilations sexuelles féminines. Il y a donc des campagnes très importantes qui ont réussi à changer complètement les normes. Par exemple, celle de respecter l'intégrité de la petite fille, l'intégrité physique et doit donc être considérée comme pure, comme propre, au lieu de la version mutilée des petites filles et des femmes. Et ça, c'est une norme très difficile. Donc, il y a donc une approche en 4 étapes. D'abord, nous changeons donc les attentes sociales au niveau communautaire. Deuxièmement, nous faisons connaître le changement et la communauté devient consciente qu'il y a beaucoup de gens qui adoptent ces nouvelles normes, qui changent. Ensuite, nous construisons un environnement qui à la fois est un environnement qui soutient ces nouvelles normes. Les gens soutiennent également ces nouvelles normes, et ensuite vient l'évaluation avant de développer, avant de dérouler donc ce changement sur une plus grande ampleur. Tout d'abord, donc c'est les attentes de changement au niveau communautaire. Comment dire? C'est vraiment une grande question. On demande beaucoup au niveau communautaire, mais il n'y a pas d'autre moyen d'agir. On peut changer
beaucoup de choses au niveau national, mais tant qu'il n'y a pas notre action au niveau communautaire, ce sera extrêmement difficile de changer les normes. On ne demande pas simplement à une communauté de changer les normes. Non, il faut un facteur déclencheur. Donc, nous y allons, nous lançons un dialogue communautaire. La communauté doit reconnaître, mettre le doigt sur le problème. Il y a différentes approches avec d'excellentes méthodologies pour faire cela. Il y a l'assainissement public, par exemple, qui fonctionne bien. Donc, la méthodologie, elle se fait de manière graduelle, un dialogue, reconnaître le problème, voir les différentes étapes. Donc, la reconnaissance du problème s'accompagne de débats communautaires, de manière à pouvoir dissiper les idées fausses, de manière à ce que les croyances inexactes soient rectifiées. D'avoir cette modification de comportement au niveau communautaire. Enfin, il faut que la communauté promeuve une solution de rechange qui soit positive. Il faut que les communautés comprennent quels sont les avantages, si les femmes, par exemple, dans cette communauté vont au bureau d'état civil pour enregistrer des faits vitaux. La deuxième étape, c'est donc une approche communautaire où l'on identifie les influenceurs qui vont devenir agents de changement. Il y a des débats, des délibérations lorsque quelque chose est mal compris. Toutes ces valeurs positives. Et la communauté va devoir décider de meilleures alternatives. Je vais vous donner un exemple que j'adore. C'était au Niger, il y a de nombreuses années déjà. Nous avions une approche sur la santé infantile et nous avons expliqué de manière répétée à quel point l'allaitement était important. Et ça, c'était dans un village où il faisait très chaud, où personne ne pensait que dans cet environnement, personne ne pensait qu'un enfant pouvait, qu'un bébé, qu'un nourrisson pouvait se passer d'eau. Et donc, nous avons mené un atelier avec les chefs du village. La plupart étaient des sages qui ne pouvaient pas croire non plus cela. Mais après qu'on leur ait montré tous les arguments, il y en a un qui est retourné dans son village et qui a dit: nous avons appris que l'estomac de l'enfant qui est si petit que si on y rajoute de l'eau, il n'y a plus d'espace pour le lait. Et il avait été tellement impressionné, il a transmis tellement d'émotions et il avait plusieurs épouses, donc il a diffusé cela. Donc il a simplement décrété au village que ses propres femmes allaient nourrir leurs enfants uniquement par l'allaitement maternel. Donc, il a présenté cette solution à tout son village. Donc, on peut diffuser des prospectus, mais nous n'obtiendrons jamais cette approbation communautaire quand ils partagent cette idée par eux-mêmes et par cet échange. Ensuite, il peut y avoir un engagement collégial pour parvenir au changement. Le fait aussi de faire connaître les changements, ça c'est également important. C'est vrai que même si l'on parvient à un changement au niveau d'une seule communauté, c'est déjà bien, mais ce n'est pas notre objectif. Nous voulons répandre cette modification de comportement et des normes.
Il faut que ce soit des gens qui puissent témoigner, des personnes qui ont une influence, et que ce soit éventuellement des personnes connues, des gens, des acteurs qui endossent un rôle de modèle. La troisième partie, donc de construire un environnement favorable, c'est-à-dire aller au-delà même. Par exemple, cela peut se créer par des récompenses pour un bon comportement et le montrer sur les marchés, lors de réunions de développement local ou à la télévision ou à d'autres occasions. L'idée est vraiment de diffuser cette norme positive au-delà de l'environnement initial. Et donc, bien sûr, il faut bien prendre conscience de ce qui s'est passé au niveau local avant de pouvoir diffuser. Donc, je crois que je vais m'arrêter là peut-être et laisser la parole à ceux qui souhaitent prendre la parole avant de récapituler. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Je pense que c'est très bien. Nous avons quelques commentaires. Je ne sais pas comment vous voulez les lire. Est-ce que vous voulez que je les lise moi-même? Quand je suis dans un document, je ne vois pas. Donc, il y a un commentaire au Niger. La déclaration d'un mariage. La pratique par rapport à cela, par rapport à l'islam, c'est la répudiation, ce n'est pas le divorce. Et ça, c'est un facteur qui limite la déclaration des mariages. C'est un commentaire d'Amadou au Niger qui donne un exemple de normes sociales qui est également religieuse. Krishna nous dit qu'en Inde, il essaye de parler, mais il a des difficultés techniques. Certaines communautés refusent d'enregistrer la mort d'un enfant, puisque le deuil d'un enfant se porte simplement intérieurement. Et ce serait très intéressant d'entendre, Krishna, pourquoi y a-t-il tellement de différence entre l'enregistrement des naissances et l'enregistrement des décès infantiles. Donc, c'est un commentaire que nous avons de l'Inde. Je ne sais pas si... Ce n'est pas vraiment une question, c'est une observation. C'est vrai que là, on touche à une norme sociale extrêmement forte que nous ne pouvons pas recadrer, qui lui demanderait beaucoup de travail pour pouvoir la transformer en quelque chose de positif. Parfois, il faut simplement éliminer une norme, créer une nouvelle norme qui propose, pas nous, la communauté. Quand la communauté comprend que cette nouvelle norme est bienfaitrice, alors il faut trouver des moyens de la renforcer. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Y a-t-il des questions, des commentaires? Je vous en prie, n'hésitez pas à nous les communiquer, d'appuyer, de demander la parole, de choisir, de sélectionner le bouton pour observer, faire ou partager des expériences par rapport aux normes sociales? Oui. Oui, nous avons quelqu'un. Richard. Dès que vous arrivez sur la plateforme, n'oubliez pas de demander la parole et d'ouvrir votre micro pour qu'on puisse vous entendre et également vous présenter. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui. Merci. Je suis Richard de Dakar au Sénégal. Je travaillais
Je travaille avec différentes organisations. I used to work with different programs about sur les droits de l'homme et les droits des femmes. Ensuite, j'étais avec SOS Village à Dakar. Et enfin, avec Menafi. À l'heure actuelle, je suis en recherche de poste. Mais j'aimerais partager un commentaire avec vous au sujet de l'implication communautaire. Par rapport au changement des normes sociales, je pense que selon mon expérience, d'après mon expérience, le changement, l'approche des normes sociales basées sur la communauté, en particulier sur ce genre de situation, family planning, et également le droit des enfants, la lutte contre les formes d'exploitation des enfants, etc. Nous avons utilisé une approche à Dakar. C'est un programme commun PNUD et UNICEF dans ce qu'on appelle l'école de Marie, et je crois que c'est également mis en œuvre au Niger. Ensuite, cette approche est connue des communautés elles-mêmes. Ensuite, elles ont donc un endroit où les hommes et les femmes peuvent parler ensemble, peuvent rapporter des expériences, parler des normes sociales et comment les modifier, et comment les hommes et les femmes ensemble peuvent parvenir à changer ces normes sociales. Bear with the interpreter. L'interprète n'a plus le son. Je n'entends plus Richard. Richard, est-ce que vous nous entendez, vous? Nous ne vous entendons plus. Il est pourtant sur la plateforme de prise de parole, mais on ne l'entend pas. Mais l'exemple qu'il a mentionné est extrêmement intéressant parce qu'au Sénégal, le travail effectué sur le planning familial et le travail par rapport aux normes sociales, bien sûr, c'est une société dans laquelle il n'est pas bien vu de parler ouvertement du planning familial. Et l'idée a été de créer, de recadrer la norme et de créer une nouvelle norme qui permet aux hommes, aux époux de parler à leurs femmes, aux maris de parler aux femmes de planning familial, créer une norme moderne où ce sont les maris qui ouvrent ce sujet à leurs épouses. Donc c'est vraiment un exemple très intéressant. Violetta, il y a donc une question. Y a-t-il des outils développés que l'on peut utiliser dans différents contextes sans adaptation? Y a-t-il du financement également pour pouvoir mettre en place des normes sociales positives en matière d'ESSEC? Oui, il y a des outils et c'est ce que je voulais vous montrer peut-être à la fin, mais je vais vous les montrer maintenant et ensuite nous reviendrons par rapport aux opportunités.
Parlant d'outils, au cours des 2 ou 3 années précédentes, en matière des sciences sociales par rapport aux normes, il y a des outils. Il y a donc un manuel que je vous montre ici. Vous voyez donc dans notre bibliographie, ils sont publiés en 2019-2020 et au début de cette année 2021. Alors, comme vous le voyez, c'est très récent et c'est surtout parce que nous avons une initiative mondiale que l'on appelle Learning collaborative d'apprentissage, et donc qui est basée à l'université de Georgetown, mais en fait, elle utilise des fonds internationaux et qui est réunie de nombreux scientifiques, des laboratoires, des universitaires et des chercheurs. Et ils ont publié des outils très pratiques et très importants. D'abord, il y a donc ce manuel qui s'appelle Getting Practical, Integrating Social Norms into Social and Behavior Change Programs. Vous allez donc recevoir ce diaporama et vous pourrez cliquer donc et vous procurer ces outils qui sont utiles. Le deuxième, donc, c'est donc un outil d'exploration. Il est également en ligne. Il est bien sûr gratuit. Il y a également des développements que l'on peut attribuer à l'UNICEF, hein, et nous les en remercions, développés à l'Université de Pennsylvanie. C'est également quelque chose que vous pouvez vous procurer en ligne. Et enfin, un guide pratique pour la programmation et qui s'appelle Everybody Wants to Belong. Il y en a beaucoup d'autres, bien sûr, beaucoup d'autres ressources. Mais celles-ci sont peut-être les outils les plus pratiques qui peuvent vous aider et que vous pouvez trouver en ligne. Également, par rapport à Learning Collaborative, pour l'instant, il y a 4 communautés qui s'y intéressent au Nigeria, en Afrique de l'Ouest, en Afrique orientale également, en Asie. Donc également sur cette plateforme, vous pouvez vous enregistrer, vous allez pouvoir avoir différentes ressources à partir de cette plateforme Learning Collaborative. Et je pense que c'est important de lire, de découvrir ce qui est découvert, que ce qui est développé ailleurs, parce que vous allez pouvoir vous attribuer des plateformes pleines d'outils importants et utiles. Par rapport au financement et des occasions de financement, je pense que le centre d'excellence en parlera un peu plus tard. Et donc, parlons plutôt des interventions qui mènent aux transformations des normes. D'abord, on recherche du changement au niveau communautaire. Ça existe déjà. Elles sont soutenues à différents niveaux national, mais elles existent également dans des communautés locales. Et il faut modifier, transformer les attentes face à l'enregistrement, par exemple. Mais qu'est-ce que les autres attendent de moi également? Il faut donc engager les gens à tous les niveaux, j'en ai parlé, donc à 5 niveaux de modèles socio-économiques. Et il faut également corriger et promouvoir les normes positives. Et parfois, les gens ont des comportements négatifs ou dangereux, et cela existe. Donc, il faut qu'on leur montre du changement positif et montrer également l'approbation que cela génère chez les gens, dans leur communauté, dans leur groupe.
Cette intervention de changement de normes s'attaquera également au déséquilibre de pouvoir, parce qu'en général, les normes sont aux marges, là où les gens sont vulnérables, où les gens ne sont pas acceptés. Donc, il faut s'attaquer aux normes sexo-spécifiques et l'acceptation et combattre la stigmatisation. Et ensuite, on pourra parvenir à un changement des normes. Il faut également avoir des espaces sûrs pour pouvoir débattre, pour pouvoir s'opposer et parler des normes. Qu'il y ait également des activités, des formations, etc. Mais il faut que les gens soient en charge des débats qui se tissent dans leur propre communauté. Et ceux qui sont marginalisés doivent pouvoir avoir des espaces sûrs dans lesquels ils peuvent prendre la parole. Par exemple, dans des villages, dans des réunions de villages, parfois les femmes ne peuvent pas prendre la parole parce que elles ne peuvent pas prendre la parole en présence des personnes âgées, des sages ou des hommes. Donc il faut vraiment qu'il y ait un débat commun. Il faudrait peut-être avoir une femme qui soit représentante des autres femmes et qui puisse prendre la parole. Il faut également, pour qu'elles s'entendent sur la voix qu'elles souhaitent porter, peut-être qu'elles devraient se réunir entre elles. Exactement la même chose pour les jeunes. Il faut également qu'ils aient un espace qui soit favorable à ce que leur voix puisse s'exprimer. Par exemple, j'aime beaucoup la méthodologie du projet Grand-mère au Sénégal, là où les réunions de village, il y a des groupes différents, des groupes de parole différents entre jeunes filles, jeunes hommes, entre femmes, entre hommes, pour les anciens également, pour avoir une communication qui se fait dans tout le village, et cela génère en général des idées formidables. Il nous faut donc créer de nouvelles normes, s'appuyer sur les normes positives. Donc, une caractéristique importante, c'est tout ce qui a été fait ou tout ce qu'on fait doit ancrer dans les valeurs de la communauté. Il y a toujours des valeurs positives. Toute personne valorise la paix, la non-violence, le respect pour les vieux, aider les enfants à grandir dans un milieu sain. Ce sont les bases du changement des normes sociales. Organiser la diffusion ou la division organisée, donc il faut trouver des méthodes et des plans du début sur comment répandre ceci au-delà de la communauté et qu'est-ce qui va être présenté lors des réunions publiques ou même des réunions en ligne sur des chaînes télévisées ou les réunions au sein des communautés ou à l'extérieur des communautés. Et évaluer avec précision les normes, c'est aussi la puissance de nos recherches. Quelles sont les normes? Qui sont les groupes participants et qui sont les groupes de référence? Donc ça, c'était notre récapitulation et nous avons déjà parlé des références et on peut maintenant peut-être entamer une discussion sur comment voyez-vous en fait ces normes sociales et la programmation dans les autres pays. Quelles sont les opportunités de changement pour vous? La dernière fois, nous avons aussi discuté du fait qu'il y a des secteurs sociaux qui sont beaucoup plus avancés que d'autres ou
que des systèmes de statistiques ou de registration, par exemple les systèmes sanitaires, et qui travaillent sur ceci et qui ont des départements spécialisés qui travaillent. Ils recrutent des experts et ils ont beaucoup plus de recherche dans ces domaines et ils ont certainement plus de succès pour la réduction de la mortalité des enfants, du planning familial. Les enregistrements des faits d'état civil n'ont pas investi dans ce domaine et encore une fois, ils ne peuvent pas avoir un programme particulier. Ils doivent travailler en collaboration avec tous les autres secteurs qui ont quelque chose à ajouter à cet égard. Donc, l'éducation, la justice, les affaires familiales, la culture, communication et d'autres secteurs qui peuvent aider à avancer dans ce domaine. Je vais m'arrêter ici et je vais vous donner la possibilité de parler de vos opportunités et de vos défis ou même poser vos questions. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des questions ou si vous voulez partager vos opportunités, les opportunités et les défis concernant les programmes dans vos pays, donc si vous voulez demander la parole, j'ai vu que vous voulez exprimer en fait vos soucis et vos commentaires. Donc, pressez le bouton de demander la parole. Richard a posé une question concernant les financements. Arina, est-ce que vous pouvez répondre à sa question? Arina, en attendant des questions, est-ce que vous pouvez parler du manuel pour la communication de développement soutenue par UNST et aussi des opportunités de financement? Oui, merci beaucoup, Annette. Donc, je vais commencer à parler des opportunités de financement. Peut-être à ce point, on n'a pas des opportunités de financement pour la communication et le développement à ce niveau parce que le centre est un programme fondé extérieurement qui doit finir vers la fin de juillet 2021. Donc, disons qu'il est trop tard un peu de mettre en place des ressources pour la communication et le développement. Mais pour ceux qui sont membres des facilités globales de financement, et si vous êtes en groupe, par exemple, et dans les groupes de référence qui établissent ces programmes, vous pouvez mettre dans votre scénario, donc inclure dans les fonds dédiés aux normes sociales pour la communication et le développement en général. C'est le cas au Guinée et à Conakry où en fait on a pu prendre 500 000 et on les a investis dans le programme. Ce que vous devez savoir que au début, les individus sont parfois hésitants, donc vous n'allez pas avoir le montant que vous avez peut-être prévu, mais si vous montrez les résultats, les individus vont être plus généreux et vont être plus intéressés. Comme Violetta l'a dit, c'est en fait un domaine où les interventions n'ont pas eu cet effet de levier, notamment pour la santé maternelle et la santé infantile. Et je crois aussi pour la protection sociale, ça c'est d'un côté. Mais en ce qui concerne le manuel de la communication pour le développement, donc ce manuel de communication pour le développement est pour les enregistrements des systèmes de gestion. Il a été rédigé en 98, ça fait 20 ans, même plus, donc et certainement, la communication à cette étape était une science. Les individus pensaient à autre chose et ils utilisaient le scénario de la messagerie,
ils vont vous écrire des messages, vous rédiger des messages et pour faire avancer les choses. Donc, ce que nous avons fait dans ce manuel pour la communication pour le développement, nous avons appliqué toutes ces nouvelles méthodes. Nous avons développé de nouveaux chapitres, utiliser les nouveaux outils. On a mis en place les connaissances que nous avons établies depuis 20 ans et on a mis ensemble dans un manuel. Nous avons aussi donné des exemples aux individus sur comment établir ces communications pour le développement, pas des interventions, mais des stratégies plutôt, comment fixer les indicateurs, est-ce qu'ils sont qualitatifs ou quantitatifs, qu'est-ce qu'il faut examiner. Donc, c'est en fait un manuel d'apprentissage. Donc, le manuel vient avec des matériaux pour les formations afin qu'ils soient adaptés au niveau du pays. Certainement, ils doivent être basés sur la compréhension du développement du manuel, mais aussi ce manuel constitue un guide pour les pays sur comment mettre en œuvre en se basant sur les évidences des mesures de communication pour les programmes de développement pour soutenir l'enregistrement des faits d'état civil. Il est critique, il apporte une nouvelle conception de la science de la communication et comment elle peut contribuer et comment à améliorer en fait les systèmes d'enregistrement des faits d'état civil. Et à ce moment, je voudrais dire qu'on exploite la possibilité d'avoir un manuel condensé de 30 à 50 pages au lieu de 200 pages, peut-être avec plus d'exemples, d'autres secteurs et plus interactifs afin que vous puissiez l'examiner dans les modules d'apprentissage en ligne. Mais nous sommes en fait à une étape encore précoce, donc n'hésitez pas à nous contacter et je crois que comme nous allons aller de l'avant, on va vous donner plus d'informations. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Irina. Donc je suis à la dernière copie. Je suis en train de voir la dernière copie de ce manuel qui peut être trouvé sur le site web UNSD. Donc, j'ai partagé cela dans la case communautaire, comments ou commentaires. Peter, je vous invite à donner votre commentaire ou poser votre question. Bon après-midi, tout le monde. Est-ce que vous m'écoutez? Je m'appelle Peter, je viens du Nigeria. Et nous sommes dans ma fondation impliquée dans des campagnes de l'industrie du tabac et nous faisons du travail pour la santé mentale dans les villages et dans les provinces. J'ai entendu il y a quelque temps, quand j'ai travaillé comme bénévole, et on a travaillé dans certains villages, nous nous excusons, le son s'est coupé, le son de M. Peter s'est coupé. L'interprète s'excuse, le son s'est coupé. M. Peter a des problèmes de son. Oui, Peter, est-ce que vous pouvez répéter la dernière phrase? Donc, on a visité certains villages. Et en fait, tout le monde, nous avons découvert que tout le monde boit d'une rivière, mais il y a des animaux aussi qui boivent de cette rivière. Et après l'examination médicale, l'élément de base qui affecte et nous avons essayé d'introduire certaines méthodes. Nous avons essayé de notre mieux de comprendre quelles sont les causes de cela. On s'est réunis avec les personnes locales dans cette communauté
Et on a considéré aussi certaines identifications et certains modes. Nous avons pu recueillir quelques informations sensibles concernant la communauté. Nous avons demandé à tous les secteurs d'adhérer afin de pouvoir assurer de l'eau potable. On a aussi creusé un puits et on les a invités à mener une vie saine et à s'occuper plus de l'hygiène. Et en fait, je voudrais savoir comment l'Inde traite ces projets. Et honnêtement, il faut dire qu'un des plus grands défis concernant cela, c'est le financement. Le problème auquel on a fait face, c'est le financement. Monsieur Peter a des problèmes de son. Le son s'est coupé et on ne peut plus l'entendre. Donc, le point numéro 2, on a essayé de prendre contact avec donc, le deuxième point, c'est qu'il y a eu beaucoup de problèmes bureaucratiques. Les opportunités que nous avons eues, c'est au moins de donner une certaine satisfaction aux populations marginalisées, les personnes qui sont perdues, donc leur donner accès à l'information afin qu'ils puissent mener une vie digne d'eux, une vie saine, mais en fait, le plus grand défi auquel nous avons fait face, c'est la bureaucratie et le financement. Donc, quelles sont les autres opportunités que nous avons? Il faut pousser certaines politiques provenant des autorités locales. Donc, s'il vous plaît, ne buvez pas de cette rivière, buvez de ces bouteilles. Et nous avons aussi ajouté ou invité les autorités locales à sauvegarder ce mode de vie hygiénique et de soutenir nos politiques. Honnêtement, je voudrais juste apprécier tout le monde et remercier les organisateurs de cette formation. C'est une formation excellente. C'est en fait plein d'informations. Je vous remercie infiniment d'organiser cette formation. Très bien. On sait très bien qu'on ne peut pas tout couvrir avec cette formation parce que c'est énorme. Mais ce que vous avez évoqué est ancré. Donc, ce sont des normes bien ancrées. Et afin d'avoir du changement, il faut examiner les valeurs de ces sociétés. Donc, ces villages que vous venez d'évoquer, ils ont ces valeurs de vie humaine. Ils veulent que leurs enfants grandissent dans un environnement sain. Et des choses qu'on peut utiliser lors de ces discussions de trouver des solutions pour ces villages. Et encore une fois, je vais vous donner cet exemple de communauté sanitaire. Je ne sais pas si vous avez jamais vu le guide pour la discussion avec les communautés, mais c'est un guide très bien développé où les communautés ensemble trouvent que l'eau est le problème initial pour leur santé et en conclusion, l'eau n'est pas bonne pour eux, pour leurs enfants, pour leur communauté. Donc la communauté a commencé à trouver des solutions, à chercher des solutions. Et je crois que c'est la façon de faire. Et le commentaire de Nilima dans les messages est un problème pilote au Bangladesh qui a utilisé les sessions de prise de conscience communautaire pour influencer les communautés, les prêtres, les enseignants, les groupes de performance sur cela. Ce sont les méthodes que nous devons suivre pour avoir ces stratégies de changement social et qui sont très utiles, des stratégies très utiles. Encore une fois, tout dépend de ce que nous visons. Nous visons à créer de nouvelles normes, nous recadrer les normes ou changer les normes. Il faut qu'on soit clair dans notre message et dans ce que nous cherchons.
Je vois également le commentaire de Madi concernant les défis, la durée et le prix de tel programme. Certainement, je suis d'accord, il nous faut du temps, certainement il coûte cher, mais entre-temps, nous avons passé 5, 10 ou 15 ans à investir dans les mêmes posters, les mêmes affiches, les mêmes matériaux. Si nous avons commencé à investir ce même montant dans les discussions communautaires, et les recherches, les bonnes recherches pour les normes sociales, au lieu de gaspiller son argent sur d'autres recherches qui n'ajoutent rien en ce qui concerne les recommandations. Peut-être qu'on aurait pu avancer davantage. Et comme je l'ai dit, il y a ces secteurs qui sont beaucoup plus développés et beaucoup plus avancés et qui examinent avec des méthodes plus sophistiquées. Peut-être ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir en fait ces cas d'études. Et il ne faut pas oublier qu'on n'est pas trop différent des autres ou d'autres domaines. Donc les autres investissent dans le renforcement des systèmes. Nous devons faire la même chose concernant le changement du comportement social, à former des individus dans les agences, dans la culture, dans les budgets et investir dans la création de ce cas d'études pour nos décisionnaires. Pourquoi il faut investir dans ce type de communication et pas dans les campagnes publicitaires dans les médias? Est-ce qu'on a d'autres commentaires, d'autres questions? Non, personne n'a demandé la parole et je pense que... Quelle heure est-il? Donc, il nous reste 10 minutes. Peut-être quelqu'un voudrait intervenir. Si personne ne veut intervenir, on va vous envoyer tout le matériel pour ce webinaire et pour le prochain et nous invitons à vous joindre au prochain webinaire qui va traiter des problèmes de communication et d'urgence. Je vais donner la parole à Irina Dicor pour en fait résumer. Merci Violetta et merci à tous les collègues qui ont participé activement. C'était excellent et ça nous a donné quelque chose de très nouveau dans le monde de l'ESSEC, donc qui a donné des résultats dans le domaine sanitaire et dans la protection de l'enfant et certainement beaucoup de choses à apprendre. Donc je crois que les messages aujourd'hui, c'est quand vous rentrez dans vos pays et dans vos bureaux, il faut passer à travers la présentation de cette semaine et la semaine dernière et vous interroger quelles sont les normes sociales, quelles sont les pratiques au niveau de la famille, de la communauté qui peuvent constituer soit une barrière aux enregistrements ou constituer peut-être une incentive, un point positif à enregistrer. Par exemple, au Cameroun, le premier enfant, s'il meurt, il n'est pas enregistré ni pour la naissance, ni pour le décès. Et est-ce que ceci est une norme sociale? Comment capturer ces événements dans les registres des faits civils? Et un des points importants pour aller de l'avant, c'est que la société, notamment dans le Sud, sont des sociétés et des communautés, surtout dans les zones rurales, où tout le monde vit dans des communautés, appartient à des groupes où les individus veulent en fait utiliser la
puissance de ce groupe participe aux événements, la naissance, le mariage, le divorce ou le décès. Les gens savent, sont conscients de ce qui se passe. Une des questions à se poser, c'est comment traduire cette connaissance de la communauté dans les registres. Et en donnant des exemples, dans les années 70 jusqu'aux années 80, il y a eu un film qui a traité le problème de Kunta Kinte, qui est le fils d'un esclave africain qui est venu de la Gambie et qui est venu aux États-Unis. Et il a perdu sa famille. C'est l'histoire de comment sa famille a mené une autre vie. Et puis, après 2 décennies, son fils, qui utilisait des souvenirs familiales, est rentré au village de son grand-père. Et, en fait, Agriote, qui est un historien de la communauté en Afrique de l'Ouest, a parlé de la famille de Kunta Kinte et il a dit que parfois, dans les années 1800, une famille à Kinta avait 4 enfants, mais cet enfant, Kunta, est parti dans la forêt et n'est jamais revenu. Et puis après, Alex Kinley dit « Je suis ce fils de cet esclave ». Donc tout ceci pour dire que nos communautés, les communautés où nous vivons et nous travaillons, ont ces mémoires collectives, ces souvenirs collectifs, ils ont des connaissances et des dynamiques sociales différentes. Et il faut comprendre comment on travaille avec eux pour leur donner ces services ou leur donner accès à ces services pour améliorer les enregistrements des faits d'état civil afin que tout le monde soit protégé et compté avec l'objectif d'aider le gouvernement à améliorer la vie de notre population, de nous-mêmes, dans ce 21e siècle jusqu'aux années 2030, la date butoir des ODD. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Violetta. Merci pour votre présentation et je suis enthousiaste d'assister ou de vous voir tous dans le 3e webinaire. Irina, c'est une excellente proposition de Januel Kologo dans les messages. C'est une idée d'avoir en fait un réseau de personnes intéressées dans la communication pour les services de développement. Et je vois que Rolly aussi a donné le lien pour l'inventaire des experts, mais je crois que ce réseau pourrait être aussi plus informel, plus dynamique sur WhatsApp, peut-être pas WhatsApp, parce que... Donc, il est très intéressant d'avoir cette plateforme et merci pour votre proposition. Donc, ceci montre pas seulement l'intérêt, mais en fait, comment ceci peut être critique dans les systèmes de l'ESSEC. Donc, je voudrais demander si on a les listes des participants, si on a le mail de tout le monde. Donnez-nous juste quelques jours pour voir s'il est plus facile de créer cette plateforme sur LinkedIn ou peut-être dans l'annuaire. Mais il serait intéressant de voir aussi comment on peut mettre ces individus ensemble pour les échanges. Il y a eu un nombre de publications qui sont disponibles sur notre site web et d'autres aussi publications à venir concernant les normes sociales dans les pays, pas seulement le Maroc, la Jordanie et d'autres. Il est très important de savoir et de rester en contact sur tout ce qui a été publié et les défis auxquels nous faisons face au niveau des pays. Il serait très intéressant de comprendre les parties prenantes, notamment les gouvernements et les grandes organisations qui sont des investisseurs dans les services, qui sont du côté de la chaîne d'approvisionnement, de nous mettre en contact avec les investissements et les investisseurs. Merci beaucoup
pour cette proposition très intéressante. Merci Irina Violeta et tous les participants. Donc maintenant, il est temps de clôturer. Je voudrais vous rappeler encore une fois de nous rejoindre lors de la dernière session où nous allons exploiter la communication pour le développement de l'ESSEC dans les zones de conflit qui sera le même, qui se tiendra le 10 mars. Donc, vous allez aussi, nous allons faire des pôles d'évaluation pour voir comment vous avez trouvé ces formations et comment on peut améliorer. Et on peut discuter aussi la création d'un réseau. Donc pour aujourd'hui, j'aimerais remercier tout le monde et au revoir. Merci et au revoir.